Hello YouTube, on est parti pour apprendre tout ce qui est lifetime en Rust. Donc on va lire ensemble le chapitre qui parle des lifetime. Et si on le finit assez vite et que mon cerveau est toujours vivant, nous passerons du coup au dev. On va continuer à développer du coup le CMS en Rust. Et c'est parti. Je vais mettre le lien du chapitre dans le chat. Bam. Non, jamais. Jamais je me tairai. Ça roule mes cœurs. Mais bon appétit. Genre tu ne connaissais pas le MMU. Mais merci beaucoup. Passe un bon appétit évidemment. Alors, il reste un détail que nous n'avons pas abordé dans la section les références et l'emprunt du chapitre 4. C'est que toutes les références ont une durée de vie dans Rust, qui est la portée pour laquelle cette référence est en vigueur. La plupart du temps, les durées de vie sont implicites et sont déduites automatiquement. Comme pour la plupart du temps, les types sont déduits. Nous devons renseigner le type lorsque plusieurs types sont possibles. De la même manière, nous devons renseigner les durées de vie lorsque les durées de vie des références peuvent être déduites de différentes manières. Rust nécessite que nous renseignions ces relations en utilisant des paramètres de durée de vie génériques pour s'assurer que les références utilisées au moment de la compilation restent bien en vigueur. La notation de la durée de vie n'est pas un concept présent dans la plupart des langages de programmation. Effectivement. Ce serait, dans quel autre langage il y aurait ce concept il y aurait ce concept de lifetime. Est-ce que vous en connaissez ou pas, vous? Pardon, pas le concept de durée de vie, la notation, pardon. Oui, parce que la durée de vie, c'est littéralement le scope d'une variable. Je veux dire, la notation de durée de vie. J'ai pas été précise. Parce que moi, personnellement, justement, juste Rust. Ok. Parce qu'ils disent que c'est pas présent dans la plupart des langages de programmation, donc ça veut dire qu'ils... Implicitement, ils disent qu'il y a d'autres langages qui pourraient avoir la notation des durées de vie. Donc cela n'est pas très familier. Bien que nous ne puissions couvrir l'intégralité de la durée de vie dans ce chapitre, nous allons voir les cas les plus courants où vous allez rencontrer la syntaxe de la durée de vie pour vous introduire ces concepts. Évitez les références pendouillantes avec les durées de vie. L'objectif principal des durées de vie est d'éviter les références pendouillantes qui font qu'un programme pointe des données autres que celles sur lesquelles il était censé pointer. Ouah, la tournure de phrase, elle est dure là. Soit le programme de l'encart 17 qui a une portée externe et une portée interne. Donc comme on peut le voir avec les accolades en plus, nous avons un bloc avec une portée interne ici. Donc par exemple, nous déclarons la variable R dans un nouveau bloc, dans une nouvelle portée. Nous déclarons et initialisons la variable X. Nous décidons de déclarer R en lui donnant finalement la référence de la variable X. Le problème, c'est qu'à partir d'ici, la variable X est hors portée. Donc ça veut dire qu'elle devient invalide du coup. Donc si on essaye ici de print la valeur de R, on va avoir un souci, nous allons avoir un problème de référence pendouillante, vu que la variable est invalide à partir d'ici. Elle sort de la portée, voilà. Donc la portée externe déclare une variable R, nanana. Ce code ne va pas se compiler car la valeur R se réfère à quelque chose qui est sorti de la portée avant que nous essayions de l'utiliser. Et donc nous aurons l'erreur avec borrowed value does not leave long enough.
Donc X a été droppé alors que c'est toujours emprunté. Alors que c'est vrai que R reste en vigueur dans la portée externe car sa portée est plus grande. On dit qu'il vit plus longtemps. Si Rust avait permis à ce code de s'exécuter, R pointerait sur de la mémoire désallouée dès que X est sorti de la portée. Mais comment Rust détecte que ce code est invalide? Il utilise le vérificateur d'emprunt, donc le borrow checker. Donc le compilateur de Rust embarque un vérificateur d'emprunt, le borrow checker, qui compare les portées pour déterminer si les emprunts sont valides. Ok, donc le borrow checker, en fait, finalement, il se base sur les lifetime. Mais oui, mais c'est logique, je suis con, quoi. My bad là-dessus. Et donc, on peut voir ici avec ce petit schéma que, par exemple, on peut donner à R le lifetime générique A et à X le lifetime générique B. On voit que le lifetime générique A va avoir une plus grande portée que le lifetime B, et d'où la raison pour laquelle vous ne pouvez plus... du coup, que la valeur de R, en fait, devient invalide, devient une référence pendouillante, vu que le lifetime de B va être plus petit que celui de A. Par contre, si nous avions cloné la valeur de X, ça aurait fonctionné. Or, ici, on parle vraiment... ici, on a explicitement demandé la référence de X. Parce que si on avait fait R égale à X, ça serait passé, vu que c'est 5, c'est une valeur statique. La valeur 5 aurait été copiée et nous aurions pu continuer avec R, si je dis pas de bêtises. Or, ici, on demande vraiment la référence. Du coup, on demande l'adresse mémoire de X, qui, du coup, sera hors portée. Au moment de la compilation, Rust compare les tailles des deux durées de vie et constate que Bienvenue, R a la durée de Codepot. vie A, mais fait référence à de la mémoire qui a une durée de vie B. Ce programme est refusé car B est plus court que A. L'élément pointé par la référence n'existe pas aussi longtemps que la référence. Merci beaucoup Isco pour le follow, bienvenue. Et donc si on voulait que le programme compile, il faudrait mettre X il faudrait que X ait le même lifetime, un lifetime égal ou plus grand que R. Et donc par exemple déclarer et initialiser X avant R est une solution. Maintenant que vous savez où se situent les durées de vie des références et comment Rust analyse les durées de vie pour s'assurer que les références soient toujours en vigueur, découvrons les durées de vie génériques des paramètres et des valeurs de retour dans le cas des fonctions. Donc les durées de vie génériques dans les fonctions. Écrivons une fonction qui retourne la plus longue des slices d'une chaîne de caractères. Cette fonction va prendre en argument 2 slices de chaîne de caractères et retourner une slice d'une chaîne de caractères. Après avoir implémenté la fonction la plus longue, titre. Putain, mais genre la personne elle a écrit ça. J'ai vraiment 5 ans, c'est insupportable. Le code de l'encart 1020 devrait afficher la plus grande chaîne est ABCD. En tout cas, c'est un beau nom de fonction, la plus longue. Attendez. Du coup, on a une chaîne de caractères. Ici, on va avoir une string. Ici, x, y, z, c'est une slice de caractères. On va donner du coup string 1 en tant que slice de caractères, et on passe la slice de caractères string 2. Bienvenue Saint-Loup. Une fonction du patriarcat. Faut l'exécuter sur le chat. Sur le chat, quoi.
Remarquez que nous souhaitons que la fonction prenne... Ah oui, non, j'ai pas envie de savoir qui est la plus longue dans le chat, s'il vous plaît. Oh non, please, horrible. Remarquez que nous souhaitons que la fonction prenne 2 slices de chaînes de caractères qui sont des références, car nous ne voulons pas que la fonction la plus longue prenne possession de ses paramètres. Donc effectivement, ici, le fait de faire .as_str, ça permet du coup de passer une référence et non la possession de la chaîne de caractères en elle-même. Sondage. Nous essayons d'implémenter la fonction la plus longue, comme l'encart 1021, cela ne va pas se compiler. Ah, si nous faisons ça comme ici, ça va pas se compiler. Pourquoi? Je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc nous avons bien dans la signature de la fonction xy, les slices, ça retourne une slice. Pourquoi est-ce que ça compilerait pas? Pourquoi est-ce que ça compilerait pas? Donc d'office, il y a un souci par rapport au lifetime. Est-ce qu'on est dans le chapitre? Mais pour moi, c'est marrant parce que string 1 et string 2 sont bien dans le même scope. Je vous lis pas, je veux d'abord essayer de comprendre par moi-même. Si vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le chat, mais je vous lis pas. Et le truc, c'est que si je renvoie x ou y simplement comme ça, à la fin de la fonction, x et y n'existent plus. Mais le truc, c'est que x et y contiennent des références. Donc c'est pour ça que j'hésite à dire ça, moi. Moi, j'ai l'impression qu'on renvoie la référence, pas de la variable, mais la référence de la slice. Ah, ça va d'office être ça, mais alors du coup, je comprends pas. Parce que du coup, x a comme type référence, donc a comme type slice de chaîne de caractères. C'est une slice de chaîne de caractères, donc pour moi, c'est déjà en lui-même. Ah, mais peut-être que du coup, au lieu de renvoyer la référence qui a été... Non, je crois pas que je vois. Hi, Ryder. You speak in English? You speak in French? Tu parles français? NK Ryder. Oui, c'est ça? Attendez, excusez-moi, je reçois des messages qui me font mourir de rire.
Donc en fait, j'essaye juste de comprendre. Donc X, là en renvoyant X en fait. Là en renvoyant X, je ne renvoie pas la référence de la slice. En fait, j'ai du mal à voir du coup, en renvoyant X. J'ai du mal à me représenter du coup ce qu'il y a dans X et enfin non, pas ce qu'il y a dedans, mais du coup je comprends pas en faisant le return X, je ne comprends pas ce que je renvoie réellement du coup. Parce que moi du coup je pensais que vu que ça contient la référence d'une slice de chaîne de caractères, pardon, ça contient une slice parce que la slice c'est elle-même un... En fait du coup X contient une référence vers la slice qui est elle-même un pointeur. On a une double référence là. Attends. Non, non, c'est bon, on n'est pas en x86 là, OMG. Oui, là, et du coup, là, il va m'emmerder parce que je renvoie juste X, qui est du coup la référence liée ici à X, vers la slice de chaîne de caractères. Le type de retour de cette fonction contient une valeur empruntée, mais la signature ne dit pas si elle est empruntée de X ou Y. Ah, c'est pour ça en fait le problème. C'est pas... Enfin si, du coup, c'est parce que... Mais non, on est d'accord que du coup, le lifetime de X et Y, ce seront les lifetimes... des variables que je passe en paramètres. Le problème ici, c'est que je ne sais pas si la valeur retournée qui a été empruntée a le lifetime de X ou de Y. Donc j'imagine qu'ici, le fait de rajouter le lifetime, ça permet de préciser que les deux variables, les deux paramètres doivent avoir le même lifetime.
Est-ce que c'est plutôt ça l'erreur du coup? En fait, il y aurait deux moyens de le résoudre. Si je comprends bien. Je pourrais le résoudre. Mais non, parce que si je fais ça... Ah si? Non, hein? Parce que si je fais ça, ça va pas fonctionner. Ils ont amélioré le message d'erreur, ça détecte le problème plus finement qu'avant. Avant, ça choisissait un lifetime et basta. Ok. Donc en fait, non, je peux même pas... Est-ce que ça va même pas régler le problème, en fait. Donc en fait, j'avais tort. Le problème, c'était pas tant... En fait, non. Donc mon problème, c'était pas que... En renvoyant X et Y, en fait, je renvoie du coup une valeur qui va être hors scope. Parce que X et Y, ce sont des références. Donc ici, on renvoie la référence qui est du coup passée finalement ici en paramètre. Par contre, en fait, le souci, c'est qu'ici, c'est pratique. Ici, c'est pratique. On sait que les lifetimes sont bons. Et il faut s'imaginer aussi dans un cas où que ce soit pas comme ça. Ici, le but serait de forcer à ce que X et Y aient le même lifetime. Comme ça, on sait contrôler le lifetime de retour également de la référence. Le lifetime de la référence de retour. Parce que c'est vraiment ça, hein, parce que ça ne dit pas de qui la variable de retour, la variable de retour a été empruntée. Enfin, quelle valeur empruntée de retour, si c'est le paramètre X ou Y. Mais je sais pas s'il y a un autre moyen de régler ça. Est-ce qu'il y aurait un moyen de régler ça sans ajouter de lifetime? J'ai pas l'impression. Hein. Ok, mais c'est super intéressant. La partie help nous explique que le type de retour a besoin d'un paramètre de durée de vie générique car Rust ne sait pas si la référence retournée est liée à X ou à Y. Brave petit compilateur. Pour le moment, nous ne le savons pas, nous non plus, car le bloc if dans le corps de cette fonction retourne une référence à x et le bloc else retourne une référence à y. Lorsque nous définissons cette fonction, nous ne connaissons pas les valeurs concrètes qui vont passer dans cette fonction. Donc nous ne savons pas si nous allons exécuter le cas du if ou du else. Nous ne connaissons pas non plus les durées de vie des références qui vont passer dans la fonction. Donc nous ne pouvons pas vérifier les portées comme nous l'avons fait dans les encarts 18 et 10-19 pour déterminer si la référence que nous allons retourner sera toujours en vigueur. La vérification d'emprunt ne va pas pouvoir non plus déterminer cela, car il ne sait pas comment les durées de vie de x et y sont reliées à la durée de vie de la valeur de retour. Pour résoudre cette erreur, nous allons ajouter des paramètres de durée de vie génériques qui définissent la relation entre les références afin que le vérificateur d'emprunt puisse faire cette analyse. La notation des durées de vie ne change pas la longueur de leur durée de vie, de la même façon qu'une fonction accepte n'importe quel type lorsque la signature utilise un paramètre de type générique. Les fonctions peuvent accepter des références avec n'importe quelle durée de vie en précisant un paramètre de durée de vie générique. La notation des durées de vie décrit la relation des durées de vie je dis beaucoup de fois durée de vie là, de plusieurs références entre elles sans influencer leur propre durée de vie. La notation des durées de vie a une syntaxe un peu inhabituelle. Le nom des paramètres des durées de vie doit commencer par une apostrophe et est habituellement minuscule et très court, comme des types génériques.
La plupart des personnes utilisent le nom '(A). Nous le plaçons en paramètre de type après l'esperluette d'une référence en utilisant un espace pour séparer la notation du type de la référence. Donc voici quelques exemples. On voit qu'on a ici, c'est une référence. Nous avons une référence avec une durée de vie explicite et nous avons une référence mutable avec une durée de vie explicite. Une annotation de durée de vie toute seule n'a pas vraiment de sens car les annotations sont faites pour indiquer à Rust quels paramètres de durée de vie générique de plusieurs références sont liés aux autres. Par exemple, disons que nous avons une fonction avec le paramètre premier qui est une référence à i32 avec la durée de vie '(A). La fonction a aussi un autre paramètre second qui est une référence à un i32 qui a aussi la durée de vie '(A). Les annotations de durée de vie indiquent que les références premier et second doivent tous les deux exister aussi longtemps que la durée de vie générique. Voilà. Donc c'est vraiment pour fixer en mode premier et second. Ça veut dire que premier doit avoir une durée de vie égale ou supérieure à second, mais pas plus petite. Et ben, c'est très stylé. Les annotations de durée de vie dans les signatures de fonctions. Et donc, du coup, on va d'abord devoir renseigner ici le type générique de la durée de vie, en plus de l'indiquer dans chaque type de paramètre. Mais également pour le type de la valeur de retour. Donc, pour la durée de vie '(A), la fonction prend deux paramètres, les deux étant des slices de chaîne de caractères qui vivent aussi longtemps que la durée de vie '(A). La signature de la fonction indique également à Rust que la slice de chaîne de caractères qui est retournée par la fonction vivra au moins aussi longtemps que la durée de vie '(A). Cela veut dire que les durées de vie de la référence retournée par la fonction la plus longue est la même que celle de la plus petite des durées de vie des références qu'on lui donne. Cette relation est ce que nous voulons que Rust mette en place lorsqu'il analyse ce code. Ça fait hyper sens. Bon. Et du coup, maintenant, je me souviens plus du problème parce que, souvenez-vous, on s'est arrêté sur le développement, on a fait une pause sur le développement du CMS en Rust parce que j'avais justement un problème de type générique et de lifetime et je m'en souviens plus. Et je me demande en quoi il était compliqué et je me demande si j'arriverai à le régler maintenant que j'ai appris tout ça. J'ai un peu peur. Oh. Non mais déjà, continue là, tu vas avoir une surprise. Ok. Mais je continue, hein. Je ne finis pas, je ne retourne pas sur du code tant que j'ai pas fini ce chapitre, hein, Lily. Ne changeons pas les durées de vie des valeurs. Ce que nous faisons, c'est plutôt indiquer au vérificateur d'emprunt qu'il doit rejeter toute valeur qui ne répond pas à ces conditions. C'est juste, mais seulement cette portée peut être substituée par '(A) qui satisfera cette signature. Lorsqu'on précise les durées de vie dans les fonctions, les annotations se placent dans la signature. Les annotations se placent dans la signature de la fonction, pas dans le corps de la fonction. Les annotations de durée de vie sont devenues partie intégrante de la fonction, exactement comme les types de la signature. Avoir des signatures de fonctions qui intègrent la durée de vie signifie que l'analyse que va faire le compilateur de Rust sera plus simple. S'il y a un problème avec la façon dont la fonction est annotée ou appelée, les erreurs de compilation peuvent pointer plus précisément sur la partie de notre code qui impose ces contraintes. Mais si, au contraire, le compilateur de Rust avait dû faire plus de suppositions que ce que nous voulions créer comme lien de durée de vie, le compilateur n'aurait pu qu'évoquer une utilisation de notre code bien plus éloignée que la véritable raison du problème. J'ai pas compris la dernière phrase, c'est pas très grave. Lorsque nous donnons une référence concrète à la plus longue, putain, ce nom de fonction, je n'en peux plus. La durée de vie concrète qui est modélisée par '(A) est la partie de la portée de X qui se chevauche avec la portée de Y. Autrement dit, la durée générique '(A) aura la durée de vie concrète Je suis distraite.
suis très distraite. Autrement dit, pardon, la durée de vie générique '(A) aura la durée de vie concrète qui est égale à la plus petite des durées de vie entre x et y. Ok, donc c'est ce que je disais précédemment. Comme nous avons remarqué la référence retournée avec le même paramètre de la durée de vie A, la référence retournée sera toujours en vigueur pour la durée de la plus petite des durées de vie de x et y. Putain, les tournures de phrases, c'est dur. Hein. Je dis pas qu'elles sont mal faites, mais j'imagine que c'est un peu dur de faire autrement et mieux. Regardons comment les annotations de durée de vie restreignent la fonction la plus longue en y passant des références qui ont des durées de vie concrètement différentes. Mais donc ici, par exemple, on voit hein, qu'il y a une nouvelle portée qui est créée. Pour moi, ici, ça compile. Ici, cet exemple, ça fonctionne parce que... Comment dire? Parce que j'avais envie de dire, peut-être que la portée de vie de string 2 est plus petite que celle de string 1. Mais en soi, string 2 est toujours en vigueur ici. Donc ça veut dire que son lifetime est toujours en vigueur. Ah mais non, mais c'est résultat. Non, c'est string 2, oui. De pouvoir appeler string 2 ici, donc de prendre la référence de cette variable. Et ici, le print résultat fonctionne parce que nous sommes toujours dans le bon scope de résultat. Dans cet exemple, string 1 est en vigueur jusqu'à la fin de la portée externe, string 2 n'est valide qu'à la fin de la portée interne, et le résultat est une référence vers quelque chose qui est en vigueur jusqu'à la fin de la portée interne. Lorsque vous lancez ce code, vous constaterez que le vérificateur d'emprunt accepte ce code. Il va compiler et afficher la chaîne la plus longue est une longue chaîne est longue. Quoi? C'est compliqué. Hein. Maintenant, essayons un exemple qui fait en sorte que la durée de vie de la référence dans résultat sera plus petite que celle des deux arguments. Nous allons déplacer la déclaration de la variable résultat à l'intérieur de la portée interne. Ça ne va pas accepter. Attendez, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Ok, j'ai compris. Ça ne va pas fonctionner parce que résultat va avoir un lifetime supérieur à string 2. Or, ça veut dire que, en fait, le fait d'avoir précisé un lifetime générique veut dire que le lifetime de la valeur de retour doit être égal, ne peut pas être supérieur, doit être égal à au plus petit des lifetimes précisés en paramètres. Or ici, le plus petit des deux lifetimes, c'est string 2. Et ici, résultat, vu que résultat est déclaré dans le scope externe, il a un plus grand lifetime que string 2, et donc ça ne va pas fonctionner. Que résultat soit en vigueur pour l'instruction string 2 doit toujours être valide jusqu'à la fin de la portée externe. Rust a déduit cela car nous avons précisé les durées de vie de paramètres de la fonction et des valeurs de retour en utilisant le même paramètre de durée de vie A. En tant qu'humain, nous pouvons lire ce code et constater que string 1 est plus grand que string 2 et ainsi que résultat contiendra une référence vers string 1. Comme string 1 n'est pas encore sorti de la portée, une référence vers string 1 sera toujours valide. Cependant, le compilateur ne peut pas déduire la référence est valide dans notre cas. Salut Best Creeper, comment tu vas? J'avais beaucoup de texte là. Bean. Ça va Bean? Ça va Bean? Ben Sabine, hein? Sabine et toi? Pensez en termes de durée de vie. La façon dont vous avez précisé les paramètres de durée de vie dépend de ce que fait votre fonction. Par exemple, si nous changeons l'implémentation pour qu'elle retourne systématiquement le premier paramètre
plutôt que la slice de chaîne de caractères la plus longue, nous n'aurions pas besoin de renseigner la durée de vie de paramètre Y. Mais est-ce qu'on a besoin du coup de préciser même le lifetime? Parce que si on retourne que X, on sait, du coup la valeur du lifetime sera implicite également connue, non? Alors, bah oui, du coup, vas-y, on va tester. On va tester. Si on retourne que X, ici, et que je l'enregistre, finalement, je ne mets toujours pas le lifetime de manière explicite. On a quand même un problème de lifetime. Mais on ne sait pas si ça... Ah, mais et même si, si ici, je ne renvoie que X. Salut LVB. Je te déteste, j'ai acheté Proverbe après le stream de vendredi. J'ai passé beaucoup trop de temps ce week-end en mode tunnel complet. Je suis désolée, LBB. Je suis désolée. T'en es où? T'as combien de pourcents? « 60%, waouh! Ça tenait, c'est un super jeu Proverbe. On va sûrement en faire un peu ce soir d'ailleurs. Plus je vois du Rust, plus je suis convaincue qu'il ne me serait pas utile. Ah bon, pourquoi? Donc autant, ok, je comprends qu'on n'a pas besoin du lifetime de Y parce que... voilà. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin du lifetime de X si on sait que le lifetime de la valeur de retour sera d'office égal à celle de X? C'est ça que je comprends pas. C'est un mélange de nonogramme et de démineur en fait. C'est ça qui est génial. Salut KitKat. Oui, c'est une traduction du Rustbook. Mais je crois que la traduction a quand même... je sais pas s'ils ont été aidés en générant une première fois la traduction automatiquement, mais elle a été vue et revue, je pense, la traduction. En tout cas, il y a une forte implication humaine dans cette traduction. Mais en tout cas, c'est la traduction officielle du Rustbook d'ailleurs.
Lorsqu'on retourne une référence à partir d'une fonction, le paramètre de la durée de vie pour le type de retour doit correspondre à une des durées des paramètres. Si la référence retournée ne se réfère pas à un de ces paramètres, elle se réfère probablement à une valeur créée à l'intérieur de cette fonction et elle deviendra une référence pendouillante car sa valeur va sortir de la portée à la fin de la fonction. Oui, du coup, ce que je disais n'était pas correct au tout début parce que x et y n'ont pas été créés dans la portée de la fonction en fait. Or ici, résultat, ça a été créé dans la portée de la fonction, donc ça veut dire que sa référence va pendouiller en dehors du scope. Donc par exemple ici, on met un lifetime générique A, on l'applique à la valeur de retour, mais ni à x ni à y. On déclare et on initialise une variable résultat, et on la retourne comme étant une slice de chaîne de caractères. Mais ça ne va pas fonctionner parce que la référence a été créée dans le scope de la fonction. Le problème, c'est que le résultat sort de la portée et est effacé à la fin de la fonction la plus longue. Nous avons essayé de retourner une référence vers résultat à partir de la fonction. Il n'existe aucune façon d'écrire les paramètres de durée de vie de telle manière que cela changerait la référence pendouillante. Et Rust ne nous laissera pas créer une référence pendouillante. Dans notre cas, la meilleure solution consiste à retourner un type de données dont on va prendre la possession plutôt qu'une référence. Ok, donc c'est ça. Ici, si on crée une valeur dans la fonction, il faut donner la possession plutôt que donner une référence. Ainsi, le code appelant sera responsable du nettoyage de la valeur. Enfin, la syntaxe de la durée de vie sert à interconnecter les durées de vie de plusieurs paramètres ainsi que les valeurs de retour des fonctions. Une fois celles-ci interconnectées, Rust a assez d'informations pour autoriser les opérations sécurisées dans la mémoire et refuser les opérations qui pourraient créer des pointeurs pendouillants ou alors enfreindre la sécurité de la mémoire. Ok. Ça me paraît un peu flou ça, mais ok. Bon, celui-là j'ai compris par contre, mais... L'ajout des durées de vie dans les définitions des structures. Jusqu'à présent, nous avons défini des structures pour contenir des types qui sont possédés par elles-mêmes. Il est possible qu'une structure puisse contenir des références, mais dans ce cas, nous devons préciser une durée de vie sur chaque référence dans la définition de la structure, par contre. Ok. Donc ici, on a une structure extra importante. On crée une instance. Partie et du coup une slice de chaîne de caractères. Et on a un lifetime générique A. Qui est défini explicitement pour la propriété partie. Cette structure a un champ partie. Pour le champ partie, pardon. Un champ partie qui stocke une slice de chaîne de caractères qui est une référence. Comme pour tous les types de données génériques, nous déclarons le nom du paramètre de durée de vie générique entre des chevrons après le nom de la structure pour que nous puissions utiliser le paramètre de durée de vie dans le corps de la définition de la structure. Cette annotation signifie qu'une instance de extrait important ne peut pas vivre plus longtemps que la référence qu'elle stocke dans son champ partie. Ok, cette annotation signifie qu'une instance de extrait important ne peut pas vivre plus longtemps que la référence qu'elle stocke dans son champ partie.
La fonction main crée ici une instance de la structure qui stocke une référence vers la première phrase de la string possédée par la variable roman. Donc ici, c'est valide, sachant que première phrase, un lifetime, sachant que i va vivre aussi longtemps que première phrase. L'élision des durées de vie. Oula. Vous avez appris que toute référence a une durée de vie et que vous devez renseigner des paramètres de durée de vie sur des fonctions ou des structures qui utilisent des références. Cependant, dans le chapitre 4, nous avions une fonction dans l'encart 4.9 qui est montrée à nouveau dans l'encart 1 qui comptait sans information de durée de vie. Ah oui, le premier mot. Mais ici, le fait que... Keep your eyes on me. Je pense que je vais l'acheter pour l'enfant. Let's go. Mais vu qu'on renvoie une référence, une référence d'une slice de chaîne de caractères, ouais, je sais pas. La raison pour laquelle cette fonction se compile sans annotation de durée est historique. Durée de vie, pardon, est historique. Dans les premières versions de Rust, avant la 1.0, ce code ne se serait pas compilé parce que chaque référence devait avoir une durée de vie explicite. À l'époque, la signature de la fonction devait être écrite ainsi. Donc on aurait dû renseigner la durée de vie, du coup, générique. Après avoir écrit une grande quantité de code Rust, l'équipe de Rust s'est rendu compte que les développeuses Rust saisissaient toujours les mêmes durées de vie encore et encore dans des situations spécifiques. Ces situations étaient prévisibles et suivaient des schémas prédéterminés. Les devs ont programmé ces schémas dans le code du compilateur afin que le vérificateur d'emprunt puisse deviner les durées de vie dans ces situations et n'auront plus besoin d'annotation explicite. Cette partie de l'histoire de Rust est intéressante car il est possible que d'autres modèles prédéterminés émergent et soient ajoutés au compilateur. À l'avenir, il est possible qu'encore moins d'annotation de durée de vie soit nécessaire. Les schémas programmés dans l'analyse des références de Rust s'appellent les règles d'élision de durée de vie. Oh! Donc les schémas programmés dans l'analyse des références de Rust s'appellent les règles d'élision de durée de vie. Comment on dit en anglais ? Élision aussi ? Ok. Ce ne sont pas des règles que les devs doivent suivre, c'est un jeu de cas particuliers que le compilateur va essayer de comparer à votre code. Et s'il y a une correspondance, alors vous n'aurez pas besoin d'écrire explicitement les durées de vie. Lifetime Elision. Ok, merci Lily. Les règles d'élision ne permettent pas de faire des déductions complètes. Si Rust applique les règles de façon stricte, mais qu'il existe toujours une ambiguïté quant à la durée de vie des références, le compilateur ne devinera pas quelle devrait être la durée de vie des autres références. Dans ce cas, au lieu de tenter de deviner, le compilateur va vous afficher une erreur que vous devrez résoudre en précisant les durées de vie. Les durées de vie sur les fonctions ou les paramètres des fonctions sont appelées les durées de vie des entrées. Et les durées de vie sur les valeurs de retour sont appelées les durées de vie des sorties. S/E. Ah non. Putain, c'est E/S, putain. Putain, en français, l'acronyme pour OS, c'est SE. Et input-output, c'est E/S. Putain. Bon, ça va devenir fou, là.
Le compilateur utilise 3 règles pour déterminer quelles devraient être les durées de vie des références si cela n'est pas indiqué explicitement. La première règle s'applique sur les durées de vie des entrées et les deuxième et troisième règles s'appliquent sur les durées de vie des sorties. Ah, mais c'est les 3 fameuses règles du borrow checker, c'est ça? Si le compilateur arrive à la fin des 3 règles et qu'il y a encore des références pour lesquelles il ne peut pas savoir leur durée de vie, le compilateur s'arrête avec une erreur. Ces règles s'appliquent sur les définitions des fonctions ainsi que celles des blocs impl. La première règle dit que chaque paramètre qui est une référence a sa propre durée de vie. Autrement dit, une fonction avec un seul paramètre va avoir un seul paramètre de durée de vie. Une fonction qui a avec 2 paramètres va avoir 2 paramètres de durée de vie séparés et ainsi de suite. La deuxième règle dit que s'il y a exactement un seul paramètre de durée de vie d'entrée, cette durée de vie est assignée à tous les paramètres de durée de vie des sorties. La troisième règle est que lorsque nous avons plusieurs paramètres de durée de vie, mais qu'un d'entre eux est self ou mute self, parce que c'est une méthode, la durée de vie de self sera associée à tous les paramètres de durée de vie des sorties. Cette troisième règle rend les méthodes plus faciles à lire et à écrire, car il y a moins de caractères nécessaires. Salut Nocorbis. Ben non, too bad, ce n'est pas le borrow checker. Imaginons que nous soyons le compilateur. Nous allons appliquer ces règles pour déduire quelles seront les données de vie des références dans la signature de la fonction premier mot de l'encart. 1026. Donc premier mot, ça prend un paramètre S et une slice de chaîne de caractères appelée S et ça retourne une slice de chaîne de caractères. Le compilateur applique alors la première règle qui dit que chaque référence a sa propre durée de vie. Appelons-la A comme d'habitude. Donc maintenant la signature devient ceci. Donc on applique le lifetime A à notre paramètre. Donc c'est une durée de vie en 30. La deuxième règle s'applique car il y a exactement une durée de vie d'entrée ici. La deuxième règle dit que la durée de vie du seul caractère d'entrée est affectée à la durée de vie des sorties. Donc la signature est maintenant ceci. Maintenant, toutes les références de cette signature de fonction ont des durées de vie et le compilateur peut continuer son analyse sans avoir besoin que le développeur renseigne les durées de vie dans cette signature de fonction. Voyons un autre exemple. Ah oui, d'accord. I get it. Voyons un autre exemple qui utilise à la fois, cette fois la fonction la plus longue qui n'avait pas de paramètre de durée de vie lorsque nous avons commencé à l'utiliser. Donc on l'avait déjà vu. Appliquons la première règle. Chaque référence a sa propre durée de vie. Cette fois, nous aurons 2 références au lieu d'une seule. Donc nous avons 2 durées de vie. Voilà. Donc ça, ce sont les étapes que le compilateur va faire. Donc ici, si nous, on ne précise pas explicitement le lifetime générique A sur les 2 paramètres d'entrée, alors ça veut dire que X va avoir va avoir une durée de vie générique A et Y une durée de vie générique B. Parce que explicitement, le compilateur ne sait pas si les deux ont la même durée de vie ou pas. Merci beaucoup Nils pour le raid. Merci beaucoup, ça régale. J'espère que vous avez eu un bon stream. Déguisement d'Halloween, compilateur. Ouais. En vrai, ce serait très drôle. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que ton stream s'est bien passé, que vous êtes bien amusés. Waouh, vous avez fait un multi-arch. What the hell? What the hell? Oui, ce fut instructif. Ah ben, ça a l'air. Nous, on parle des lifetimes dans Rust. Bienvenue tout le monde, installez-vous. Ah, vous débuguez du benchmark. Waouh. Au secours. Donc, vous pouvez constater que la deuxième règle ne s'applique pas, car il y a plus d'une seule entrée. Il y a plus d'une seule durée de vie. La troisième ne s'applique pas non plus, car la plus longue est une fonction et pas une méthode. Donc, aucun de ces paramètres ne sont self. Après avoir utilisé ces 3 règles, nous n'avons pas pu en déduire la durée de vie de la valeur de retour. C'est pourquoi nous obtenons une erreur en essayant de compiler le code dans l'encart 1021. Le compilateur a utilisé les règles d'illusion des durées de vie, mais n'est pas capable d'en déduire toutes les durées de vie des références présentes dans la signature. Ouais, mais du coup, attendez.
Alors pourquoi ici, j'ai pas besoin de mettre de lifetime? Oui, ça va toujours, bulle. Et après, tu benchmark le debugger, au secours. Première règle. Chaque paramètre qui est une référence à sa propre durée de vie. Autrement dit, une fonction avec un seul paramètre va avoir un seul paramètre de durée de vie. Une fonction avec deux paramètres va avoir deux paramètres de durée de vie séparés. Mais je... Bah, du coup, vu qu'on n'a pas précisé le lifetime de Y, on va lui assigner un lifetime générique B alors. Salut Nierfur. Je veux pas savoir qui a la plus longue dans le chat. Bonne soirée Nils. C'est très tentant hein, vu que j'arrête pas de dire le nom de cette fonction, mais... Encore merci pour ton raid, repose-toi bien. La deuxième règle dit que s'il y a exactement un seul paramètre de durée de vie d'entrée, cette durée de vie est assignée à tous les paramètres de durée de vie. Mais il doit être... Ici, la deuxième règle n'est pas nécessaire vu qu'on a déjà spécifié explicitement. En fait, je comprends pas... Bah, si je comprends, ok. Et vu que Y n'est pas utilisé, on n'a pas besoin... Vu que Y n'est pas utilisé dans la fonction, on n'a pas besoin. Mais du coup... Ça veut dire que vu que... Ah, parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'on est obligé de renseigner le lifetime générique A si on sait déjà que c'est que X qui est retourné? Mais c'est pas la même chose ici. Ici, moi, je sais que c'est que X qui sera retourné. Mais ça pourrait être autre chose, qui aurait un autre lifetime, j'imagine, que X. Bah non. Qui aurait un autre lifetime que X. Ici, on sait juste que Y n'est pas utilisé, donc si on retourne... Oh non, Il y a un truc qui me chiffonne, j'arrive pas à l'exprimer. Oui, oui, ça je vois, hein, Lily. Ça, j'ai bien vu. Je sais, les règles sont pas des règles de lifetime, ce sont les règles par rapport au compilateur, comment il va essayer de déduire de lui-même comment sont les lifetimes, et est-ce que c'est possible de déduire les lifetimes sans les préciser explicitement, notamment, raison historique, de pouvoir faciliter la vie des devs. J'ai eu l'idée pendant deux secondes de mettre des données
AFFF, limite de 64 bits pour être mieux aligné. Quoi? Courage. Il y a un truc qui m'échappe, j'arrive pas à l'exprimer. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, j'ai compris. J'ai compris, mais j'arrive pas à exprimer ce qui m'échappe. Donc voilà, comme la... nanana. C'est une règle de merde, mais elle existe. Information de durée de vie dans les définitions des méthodes. Lorsque nous implémentons des méthodes sur une structure avec des durées de vie, nous utilisons la même syntaxe que celle des paramètres de type générique que nous avons vu dans l'encart 10.11. L'endroit où nous déclarons et utilisons les paramètres de durée de vie dépend de s'ils sont reliés au champ des structures et aux paramètres de la méthode et aux valeurs de retour. Les noms de durée de vie pour les champs de structure ont toujours besoin d'être déclarés après le mot-clé imple et sont ensuite utilisés après le nom de la structure. Ça, je ne savais pas. Je l'ai découvert d'une manière à la dure. C'est bon, je l'ai. Car ces durées de vie font partie du type de la structure. Sur les signatures des méthodes, les références peuvent être liées à la durée de vie des références de champ de la structure ou elles peuvent être indépendantes. De plus, les règles d'élision des durées de vie font parfois en sorte que l'ajout de durée de vie n'est parfois pas nécessaire dans les signatures des méthodes. La valeur de retour i32 n'est pas une référence. Ok, donc ici par exemple la déclaration du paramètre de durée de vie après imple et son utilisation après le nom du type sont nécessaires, car j'imagine que la définition de la struct précise du coup ce lifetime générique, donc nous sommes obligés de le garder dans la signature de l'implémentation de la structure. Mais nous n'avons pas à préciser la durée de vie de la référence self grâce à la première règle d'élision. Voici un exemple où la troisième règle d'élision des durées de vie s'applique. Effectivement, ça s'applique parce que ici, la référence de slice retournée va d'office correspondre à la durée de vie du paramètre annonce qui est également une slice de durée de vie. Il y a deux durées de vie des entrées. Donc Rust applique la première élision des durées de vie et donne à self et annonce leur propre durée de vie. Ensuite, comme un des paramètres est self et le type de retour obtient la durée de vie de self, de sorte que toutes les durées de vie ont été calculées. Ah non, pardon, my bad. Effectivement, ok. Donc la durée de vie de la valeur de retour, oui, c'est vrai, c'est la troisième règle. C'est la troisième règle. Elle obtient par défaut la durée de vie de self, du coup. La durée de vie statique, nous avons vu ça. C'est apostrophe underscore ou apostrophe statique, si je dis pas de bêtises. Ça s'écrit apostrophe underscore aussi, hein, la durée de vie statique. Une durée de vie particulière que nous devons apporter est apostrophe statique, ce qui signifie que cette référence peut vivre pendant la totalité de la durée du programme. Tous les littéraux de chaîne de caractères ont la durée de vie statique que nous pouvons écrire comme ceci. Le texte de cette chaîne de caractères est stocké directement dans le binaire du programme. Dans le point RO data, je suis trop chiante, qui est toujours disponible. C'est pourquoi la durée de vie de toutes les slices, tous les littéraux de chaîne de caractères est statique. Il se peut que vous voyiez des suggestions pour utiliser la durée de vie statique. Ah, ok Lily, attends, je lis ton message après, donc c'est pas ça. Il se peut que vous voyiez des suggestions pour utiliser la durée de vie statique dans les messages d'erreur. Avant d'utiliser statique comme durée de vie pour une référence, demandez-vous si la référence en question vit bien pendant toute la vie du programme ou non. Vous devriez vous demander si vous voulez qu'elle vive aussi longtemps, même si c'était possible. La plupart du temps, le problème résulte d'une tentative de création d'une référence pendouillante ou d'une... Attendez. Le problème résulte d'une tentative de création
d'une référence pendouillante ou d'une inadéquation des durées de vie disponibles. Dans ces cas-là, la solution consiste à résoudre ces problèmes et pas à renseigner la durée de vie comme étant statique. Salut négative! C'est pour expliciter qu'on veut élider le lifetime qu'on a annoté. C'est pour dire il y a un lifetime ici, mais je laisse le compilateur choisir. Ok. Actually. Oui, c'est trop drôle, hein. Référence pendouillante, j'adore. Oh, ALR, c'est vrai que tu n'étais pas là avant, je pense, mais tu connais la traduction de Garbage Collector? Ouh, la traduction de Garbage Collector, c'est ma préférée, hein. C'est ma traduction préférée. Oui, c'est ramasse-miettes. GG. J'adore le dire. Ramasse-miettes, c'est trop bien. Les paramètres de type générique, les traits liés et les durées de vie ensemble. Oh là là, le bordel. Regardons brièvement la syntaxe pour renseigner tous les paramètres de type générique, les traits liés et les durées de vie sur une seule fonction. La plus longue avec annonce. Putain, mais j'en peux plus. Vous pouvez pas donner un autre nom à votre fucking fonction. J'en ai ras le cul. Bon, du coup, on a un type... On a un type générique qui doit implémenter le trait display. Et on a également un trait générique, un lifetime générique pardon, A. On a deux paramètres XY ainsi que l'annonce. Et donc on montre le lifetime pour XY qui sera le même que pour la valeur de retour. Ok. Plus de 10 ans en cours, mais référence pendouillante, je connaissais pas. Ah, mais let's go. Ah, donc maintenant, il faut l'annoncer. Ouais, faut l'annoncer, ouais. Ramasse-miettes, pense mignonne. Il en existe tellement. Pense mignonne? Je vous annonce, c'est la plus longue. J'ai eu une image en tête, j'ai pif, je te déteste. Résumé, nous avons vu beaucoup de choses dans ce chapitre. Maintenant que vous en savez plus sur les paramètres de type générique, les traits et les traits liés, ainsi que sur les paramètres de durée de vie générique, vous pouvez maintenant écrire du code en évitant les doublons qui va fonctionner dans de nombreuses situations. Les paramètres de type générique vous permettent d'appliquer du code à différents types. Les traits et les traits liés s'assurent bien que les types soient génériques. Oula. Ils auront un comportement particulier sur lequel le code peut compter. Vous avez appris comment utiliser les indications de durée de vie pour s'assurer que ce code flexible n'aura pas de référence pendouillante. Et toutes ces vérifications se font au moment de la compilation, ce qui n'influe pas sur les performances au moment de l'exécution du programme. Croyez-le ou non, mais il y a encore des choses à apprendre sur les sujets que nous avons traités dans ce chapitre. Le chapitre 17 expliquera les objets de traits, qui est une façon d'utiliser les traits. Il existe aussi des situations plus complexes impliquant des indications de durée de vie dont vous n'aurez besoin que dans certains cas de figure très avancés. Pour ces cas-là, vous devriez consulter la référence de du Rust. Maintenant, nous allons au chapitre suivant, comment écrire des textes. Des tests. Non! Bon ben voilà. Exactement, Bulle. Sortez vos crayons, c'est le moment, c'est l'instant. Bon ben on va essayer de résoudre mon problème. Quel était mon souci? Error. Le type de paramètre M voilà.
Je sais même plus ce qu'on faisait. Ah oui, j'ai essayé de créer un composant table. Et pourquoi j'ai essayé de mettre le type M pour message? Je sais même plus ce que je faisais. Je crois que c'était dans Issues. Ça y est, j'ai tout oublié. Parce que je voulais créer une table pour les issues, pour lister les issues. Ok. Et dans mon main, comment j'utilise nav? J'appelle la fonction view. Je me dis, mais putain, j'implémente pas. J'initialise pas nav. Ben oui, j'initialise pas nav parce que ça le fait ici. Et je le fais dans new, la fonction new. Où je crée, du coup, j'initialise le state avec les valeurs par défaut. Parce que mon type nav implémente le trait default. Et du coup, ici, dans issues, il faut que j'initialise table. Mais donc, du coup, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et le truc, c'est que j'ai l'impression que ici, j'implémente pas le trait default. Laissez-moi tester parce que je suis complètement perdu dans mon code maintenant. Hein, donc, default. Donc, si ici j'ai mon default, normalement ici mon default fonctionne. Et donc, view ça fonctionne. En tout cas, j'ai plus d'erreur ici, ça me va. Je vais toujours avoir un souci ici avec mon M. Salut DevShell. Oh, mais c'est Devalnor. T'as changé de pseudo? Ou c'est moi qui... Parce que vu la couleur du pseudo et le badge, j'ai l'impression que c'est Devalnor. Default Intelligence, le streamer par défaut. Oh, oh, oh. Man égale souci. Non du tout. Mais enfin. Eh ben, tu devrais rencontrer des Valnor. Vous avez le même pseudo, enfin la même couleur de pseudo, le même badge et ça commence par Dev. Et j'espère que tu vas bien en tout cas. Comment ça va? Oh putain, tu follow depuis 2024 en plus. Bah oui, je viens de voir. Oui, bah, du coup, oui, c'est. Il n'y a aucun souci de venir rarement, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi du coup de retenir le pseudo des gens si. Mais j'espère que tu vas bien en tout cas. Pardon d'avoir confondu mes viewereuses. Et bah, du coup, je n'ai jamais vu cette erreur, moi. Et pourquoi j'ai fait ça encore? Bah, c'est normal. Et vous avez une vie, hein, les codes potes, c'est normal de pas venir souvent. Et courage du coup pour l'accident au MG. J'espère que tout va bien, que t'es pas trop dans le mal.
Oh shit. Ça va, t'as toujours ton doigt? Donne pas trop de précision, s'il te plaît, parce que moi, ça va très vite me trigger. Et attendez, parce que j'utilise le type générique M ici aussi. Hein? Attendez. Je me souviens plus trop de Heist, j'avoue. L'alias prend au moins un argument générique. Mais il n'y en a pas ici. Ok. Voyons voir comment... Ah oui, normalement c'est message et ça donne le type message. Message qui est un énum. Le fameux problème XY. Z. Parce que je dois préciser cet élément, quels sont les events auxquels cet élément va réagir finalement. Parce qu'ici on est sur un élément générique, même pour Heist. On n'est pas genre sur un bouton ou etc. Ici on renseigne juste qu'on renvoie un élément qui va avoir un certain lifetime et réagir à certains événements, à certains messages finalement. Message étant le nom pour les événements qui peuvent avoir lieu. Et si je fais ici pub enum message du coup. Essayons d'abord sans. J'ai juste envie de voir. Merde, il n'y a pas de égal. Ok, ici. Voyons plus tard, ok? On va voir plus tard. On va se remettre un peu dans Heist. Ici, j'ai besoin du lifetime parce que je précise un lifetime sur ma value. D'ailleurs, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je crois que je l'ai fait parce que je comprenais pas du tout ce que je faisais. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin. J'en ai besoin. Ici, c'est un élément, donc j'ai besoin d'un lifetime. Ah, mais oui, vu que c'est une slice, oui. Bah oui, oui, c'est une slice, donc... C'est une slice, donc une slice est une référence. Et vu que c'est une référence... Est-ce que je suis obligée de préciser ça? Mieux vaut, non? Oui, pardon, ils vont produire des messages. Ils vont... Je savais pas comment le dire. Mais effectivement, donc ces éléments, c'est pour préciser quel message ils vont produire finalement. Et donc les messages, des messages de type enum, de ce type, quoi. En tout cas, est-ce que ça compile? Non. Ah, il me manque des traits, je pense. Oui, from into. Il me manque le copy, je pense. Je pense que c'est ça qui me manque. Il me manque le trait copy ou clone, je ne sais plus. Non, il me manque clone, du coup. Il me manque clone. Ça me paraît logique que ce soit juste clone, non? J'ai envie de voir si je mets juste clone. Non, toujours pas. Let's go, Bulle. Tu nous diras, hein.
Donc on a besoin de pouvoir implémenter into. Mais du coup, si je continue avec copy, je vais voir lequel est nécessaire. Non, toujours pas, mais enfin. Pourquoi d'un coup, je dois implémenter moi-même le from into? Ah, attendez, je me concentre juste sur la struct et pas sur le message. J'ai l'impression que là, on parle plus de message que... Oh la con. Oh la con. Attendez. Non. Putain. Toujours pas. Alors, s'il y a copy, je dois mettre également clone. C'est ça? Ouais. Toujours pas bon. Mais je pensais... Parce que je pensais que les traits from... Pour le trait from into, il y avait cette notion de cloner. De cloner une instance. Mais pourquoi d'un coup j'ai ce besoin de... Pourquoi d'un coup j'ai besoin... Je n'arrive pas à... Enfin, j'ai un problème d'implémentation pour from into. J'avais pas ça avant. Pourquoi d'un coup? Je comprends pas pourquoi ça... J'allais dire peut-être parce que j'ai un type générique, mais ici j'ai même plus de type générique. Et donc du coup j'ai le point into ici. Effectivement, je fais container.into. Mais ici aussi, je fais un container.into. La seule différence que je vois vraiment, eh ben super! Une semaine de tunnel pour essayer de régler ce problème. On est déjà coincé, bordel de cul.
Attendez. Bah oui, je suis obligée de faire aussi un into ici. Ah mais oui, mais l'erreur, elle vient pas de là, mais elle est con ou quoi, celle-là? Mon problème vient pas de table, il vient d'ici. Oh. Euh... Comment on fait encore? Ah, attendez. Je l'ai déjà fait ici, le row. Comment on fait encore du texte? Écoutez, je suis fatiguée. Combien on a 6h30 de stream, on a appris la mémoire virtuelle et les lifetime. Tout va bien. Tout va bien. On va faire un petit texte, juste pour voir si le fait d'ajouter ça, je ne sais pas du tout. Hein. Je propose un truc, mais vraiment très 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 bancal. Hein. Très bancal. Et donc toujours pas. Et quand même, on a quand même un problème par rapport à la table. Est-ce que c'est parce que à cause du default, il dit pas le vrai problème? Là, je t'avoue que je veux bien un peu d'aide, Lily. Ça te dérange pas? Si tu sais me mettre sur au moins sur une piste, j'en serais ravie. Qu'est-ce que tu veux dire par le même? C'est le même nom, oui. C'est le même nom, mais ils ont pas les mêmes types. L'enum message dans issues a 2 valeurs, tandis que l'enum message dans table est vide. Fully qualified name. Je ne sais pas, Lily. Parce qu'ici, il me met bien... Ici, il me met plus, il me met juste message, mais avant, il me mettait bien component table message. Donc, il précisait bien que ça venait de l'enum message de table. Oh putain, attendez. Non, j'ai bien mis en public. C'est même pas ça, non, je l'ai mis en public. Euh...
Attends, regarde, ici. Wow. Ici, il me met bien component table message. Tu vois, ici, il met bien component table message. Oh putain, le container prend le message de table. Mais enfin quoi? Pourtant ici, je vois bien message ici. C'est marrant parce qu'ici, je vois bien message. Pourquoi est-ce qu'ici, il me parle de container qui a... Oh, je comprends pas. Donc en gros, container prend l'enum message de ma table. Et donc quand je fais mon point into, en gros, il essaye du coup de créer un élément depuis ce container avec l'enum message vers un élément avec l'enum attendez. Depuis un container avec le type message, avec l'enum message de table et essaye de le convertir en élément avec l'enum message, mais ici de issues. C'est ça? C'est lunaire. Pourquoi ici, il indique toujours que c'est message? Il me met pas que c'est message de table. Et donc c'est pour ça qu'on était en train de foutre un type générique sur table du coup. Pour pouvoir lui faire passer le type message. Pour qu'il puisse générer du coup un élément avec le type de message issues. Code pote. Merci Alésine pour le follow, bienvenue. C'est ça ou pas? Donc il faut qu'ici, en fait, ça retourne pas un élément avec message de table, code pote. mais avec un type générique pour pouvoir l'assigner dans issues. Merci Canapé pour le follow, mais merci beaucoup, ça régale. Bienvenue, installez-vous. D'ailleurs, je vais changer le titre du stream. Comme ça, la commande .pec fonctionnera de nouveau. Mais voilà, Canapé, tu vas voir. Tu pourrais rendre table view générique, oui. Sinon, ça veut dire après, là t'es bien, tu pourrais aussi juste map. Ah ouais, j'ai oublié ça. Mais du coup, bienvenue Canapé, tu peux faire point d'exclamation PEC pour avoir une petite overview du projet. Bienvenue, code pote. Merci Nico with many O. Bienvenue, merci beaucoup.
Un TCG, c'est quoi un TCG? Bon, je suis belge, hein, donc tous vos acronymes français là. Il va me dire, mais moi aussi je suis belge. Merde. J'ai même pas reconnu la tronche de notre Premier ministre en Belgique, donc bon. Je pourrais simplement faire un map. Un trading card game. Vraiment? Trop drôle. Non, non, pas du tout. Moi, je fais pas du game dev. Et non, désolé, je ne suis pas belge. Ah, merde. Ça arrive à tout le monde d'avoir des défauts, tu sais. Ah oui, 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 je me souviens du map. Je me souviens du map. Attendez, attendez, attendez. Le map. On le faisait, je le faisais quelque part. Je le faisais quelque part. Je le faisais quelque part. Où est-ce que je le faisais? Je ne sais plus. Merde. Ah, c'est pas... C'est pas ma tasse de thé de faire des jeux. C'est chouette, hein, ça a l'air ouf, mais... Où est-ce que j'utilise des cards? Ben dans Dashboard. Mais c'est ça que je trouve ouf. C'est par contre, card, ça fonctionne. Genre, c'est parfait. Ah, mais j'utilise un type générique. Oui, le problème, c'est que j'aimerais bien pouvoir ajouter des events. J'aimerais bien ajouter des events à la table, genre pour faire du sorting et tout. Sinon, la doc, c'est cool aussi. Oh. Alors, la question, c'est... Où est la doc? Iced. Oh waouh, on a même droit à un fucking exemple! Du coup, comme je fais des jeux, je suis pas un vrai prog, je connais pas Substack. Mais non, mais bien sûr que t'es un vrai programmeur, OMG. Programmeureuse, pardon. Substack, c'est une plateforme de newsletter. C'est tout. Quoi? Laisse les cheveux, ils vont friser. De quoi on parle? Vite ton écho dans l'overdrive de mes démos et dans les rames du métro. Du coup, ici... On map sur un élément, donc map doit venir après view. Je sais pas, je comprends pas. T'arrêtes pas de te boucler les cheveux. Quoi? J'ai les cheveux bouclés là? Je me suis bouclé les cheveux là? Là, on va apprendre un truc sympa. Ah. Donc là, en gros, il me demande de préciser quel message mapper, quoi.
Oui, le type table message est inconstructible. Ok. Il pourra jamais créer de valeur de type table message avec sa définition actuelle. Ah oui. Donc il faudrait que j'implémente au moins un message. Non. D'accord. Je vois pas trop où est-ce que tu veux en venir, Lily. Je suis désolée. Je comprends pas. Je t'avoue que je suis perdue là. Je comprends pas ce que je dois faire. Donc j'ai compris mon problème, mais je comprends pas comment ça se fait que le container prenne. Ah oui. Ah oui, vu que je vais avoir un élément avec un certain type de message, du coup, content va prendre le type message de view de table du coup, ok. Donc ta fonction map, elle peut simplement être écrite comme ceci. Mais ça, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un workaround, Lily. Est-ce que quand dans ma table, j'implémenterai des messages, donc plusieurs différents enums, pardon, valeurs à mon enum, cette manière de fonctionner fonctionnera encore ou pas? Ou alors on verra plus tard, quoi. Actuellement, j'aimerais bien juste pouvoir aussi la voir. Euh... Ah oui, c'est une macro. Ok. C'est juste qu'actuellement, tu as dit table renvoie rien. Le jour où table produit un message, ça va crash, mais au moins tu auras l'info qu'il faut debug ici. Ouais, tout à fait. Merci Lily. Ah oui, merde. Non. Ah, voilà. Oh putain, il faut que je me login. Nahu. Ah, je vais très vite abandonner là, j'en ai marre. Hein.
Oh waouh. Ça y est, j'ai plein de demandes de collab qui passent dans mes junk maintenant. Dans mes spams MDR. Bienvenue, code Je pote. suis en train de faire une migration de... un transfert de domaine. Donc peut-être que je peux pas envoyer de mail pour le moment. Merci beaucoup Yom pour le follow, bienvenue. Mais merci beaucoup Lily. Vu tout ce que tu as fait, je suis surpris que tu aies encore du jus de cerveau pour continuer. Je vais m'arrêter ici. Parce que là, je n'arrive plus à suivre. Et je suis en train de transférer mon domaine chez Infomaniac. Donc, je pense qu'il y a un petit souci de boîte mail. My bad, canapé. Si ça te donne, si t'as encore plus envie d'avoir envie, tu peux même voir les tout débuts du dev du CMS. Donc, tu pourrais même voir à quoi il ressemble réellement. Parce que là, du coup, on est bloqué sur le login. YouTube, merci d'avoir regardé. Des bisous. Ciao.